Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là encore une fois cette semaine dans cette première du mois de mai. Peggy Belland, notre invitée pour parler de ses deux nouvelles entreprises. Rachel Terrien avec son projet musical et littéraire Capi. Jasmin Roy, la fondation qui porte son nom. On veut contrer évidemment l'homophobie, la violence, l'intimidation chez nos jeunes. Marilyn Barral pour la prochaine édition du Festival des bières sur le territoire lavallois à l'été 2024. Jean-Jacques Lapierre, personnalité télé accompagné de Jessica Pselis, deux anciens du Collège Laval. On parlera du Conventum qui aura lieu très bientôt. David Decotis, conseiller municipal, mais aussi il est derrière ce festival des vins spiritueux. Plus tard, au mois de mai, Marie-Josée Lavigne, chez Transplant Québec, viendra nous rappeler l'importance du don d'organes. Aussi Marie-Lise Pelletier qui nous présente son 12e congrès santé. Jasmin Miville Allard viendra nous parler des nouveaux locaux que bientôt on va inaugurer à la SHGJS et à la CAL. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler d'un film et aussi Isabelle Dominique Cros, après avoir bu cet alcool-là, nous met en forme. Bonne émission! On est au sein d'une société, on le sait, qui est dominée par ce côté instantané, mais en même temps, il en résulte parfois une pression, une performance aussi de se dire est-ce que vraiment je dois toujours être à fond de train, toujours m'imposer ce rythme infernal-là? Il y a des gens qui ont choisi l'inverse, qui se sont dit je ralentis et qui ont adopté le slow living. On en parle d'ailleurs avec notre experte fitness, notre entraîneur ici à TV Laval et c'est Isabelle Dominique Cros. Salut! Allô Alex, comment ça va? Ben, ça va très bien, toi? Oui, toujours un plaisir d'être ici. Ben, moi aussi. Tu as choisi, toi, dans ta vie, le slow living. Est-ce que, premièrement, question qui tue, on commence fort. Est-ce que tu es en mesure de toujours maintenir cette doctrine-là qui est le slow living? Ben, je souris parce que absolument pas. Absolument pas. C'est, en fait, je trouve que c'est une belle philosophie. Je pense qu'il faut un peu s'en inspirer. Puis, je suis un peu partagée parce que j'aime, j'aime ça quand ça va vite. C'est une fille d'action, là? Oui, comme toi. Tu sais, j'aime ça être dans l'action, j'aime ça me lever tôt, j'aime ça avoir plein d'affaires à faire. Mais en même temps, par moments, j'ai l'impression qu'on manque justement des petits moments précieux où on est plus posé parce que c'est là, des fois, que les échanges comme là, plus intéressants, tu sais, plus profonds peuvent se produire plutôt que d'être toujours dans ce tourbillon-là. Fait que pour moi, j'essaie d'aller vers un équilibre. Je peux pas dire que je peux, tu sais, je suis pas ambassadrice de ça, mais je me dis, écoute, prends-en ici et là. Je pense à mon fiston. Quand je suis avec lui, je suis enclin à être dans le présent parce que il va remarquer des choses que je constate pas parce que je suis en mode accéléré. Il va rire, tu sais, de trucs que nous, les adultes, on dirait que c'est comme, on oublie que c'est rigolo, que c'est drôle, que c'est merveilleux. Parce que des fois, la capacité d'émerveillement, peut-être avec le temps ou l'âge. On vient blasé, c'est plate. Oui, c'est ça qui est plate. Puis on en perd peut-être même des fois dans notre milieu, dans notre quartier, tu sais, on revient des fois à ça, mais on remarque moins les petits bonheurs ou les beaux côtés de la nature, finalement. Oui, ben oui, puis c'est un beau, parlant de nature, c'est une belle période aussi pour constater ça, tu sais, le printemps, tout ce qui se passe autour de nous. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, t'es comme, ah, les tulipes sont sorties, je les avais pas remarquées où le gazon est rendu vert. On l'a pas constaté, puis c'est un peu ça, et tu sais, c'est cliché, mais c'est un peu ça. Juste de temps en temps où, tu sais, prendre un café, puis être comme, hey, gratitude, je suis dans la gratitude pendant que, oui, je suis pressée, oui, je suis en transition, et on peut appliquer ça aussi à l'entraînement. Ben c'est ça, puis 2 temps 3 mouvements, les capsules de 15 minutes, parce qu'on peut avoir presque un entraînement complet ou presque en peu de temps si on est justement dans un rythme qui est soutenu. Oui, puis j'ai envie de dire, des fois, on est dans un tourbillon, puis on se dit, ben j'ai même pas le temps de faire 15 minutes. Ben prends 15 minutes, prends 10 minutes, prends 5 minutes. C'est payant, ça vaut la peine, puis on regrette jamais ce temps-là qu'on prend pour soi ou le petit moment de, on ralentit un peu. Puis j'ai envie de te dire aussi, tu sais, l'expression FOMO qui est sur la bouche de bien des gens de, hey, j'ai manqué l'occasion, là, si je m'arrête 2 secondes, qu'est-ce que je manque sur les médias sociaux? Ben
bien, écoute, on manque toujours quelque chose, on ne peut pas tout faire, mais c'est précieux, puis c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux se plonger dans ce qui s'en vient. On parlait de se connecter avec la nature, mais dans d'autres facettes ou façons de pouvoir vivre ce slow living qui est un peu, bon, comme on le disait, vous l'avez compris aussi dans l'épilation, mais aussi de ralentir le temps un petit peu quand on peut, mais c'est peut-être d'alléger son emploi du temps aussi. Puis je sais pas, est-ce que ça vient aussi avec une sorte de vouloir pratiquer la simplicité volontaire? Oui, un peu, pratiquer la simplicité volontaire, mais je pense que c'est s'accorder un petit peu plus de temps entre les activités parce que, ben moi, quand des fois, je veux les coller, je veux faire compter chaque seconde, c'est ma citation. Puis en même temps, si je fais ça, puis que là, il y a un accident, puis que je suis décalée dans le trafic, bien, je suis plus zen, tu sais, parce que là, je cours après ma queue, tu sais, toute la journée. Alors que si je me donne un petit peu plus de zones où peut-être que si j'ai pas besoin, bien, je pourrais prendre plus de temps à la fin de la chronique aujourd'hui, de jaser 2-3 minutes avant de repartir, puis de pas être en train de courir puis énerver les gens en klaxonnant, par exemple, sur la route. Puis d'essayer des choses, de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai commencé à faire il y a quelques mois de la danse country, puis j'aimais beaucoup la musique, j'en jouais énormément de la musique country, mais de danser, d'oser faire un autre, traverser, si tu veux, l'autre côté, là, ça a été difficile, mais finalement, je me suis découvert un talent, puis une nouvelle confiance en moi sur un plancher de danse. Puis ça, je trouve que c'est un bel exemple de comment se retrouver, reconnecter avec soi, peut-être décrocher un peu des écrans, être dans l'action, être dans le moment présent. Dans la socialisation également. C'est simple, c'est abordable. Oui, socialisation, on en a peur un peu depuis quelques années avec la pandémie. On dirait qu'on a perdu nos réflexes. Oui, puis je pense que c'est la clé du succès. Moi, j'ai recommencé le ballet récemment pour le plaisir, tu sais, puis enlever un peu la performance qui est tellement difficile à enlever. Surtout dans le sport, comme tu préconises souvent. Oui, tu connais bien. Oui, quand même, on se donne des objectifs. Des fois, on est très dur envers nous-mêmes. C'est ça. Puis, tu sais, justement, on dit souvent que, justement, la respiration, la méditation peut apporter ses bienfaits. J'ai goût que pour les dernières minutes de cette chronique, qu'on puisse peut-être bouger un peu, justement. Oui, bouger, s'activer. Parce que tu peux allier les deux. Tu peux allier, je pense, un mouvement tout en étant en pleine conscience. Je pense, oui. Alors, on va tasser le tout, ça se fait tout ça en direct, ou presque. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma bouteille d'eau qui est tombée. C'est des choses derrière dans les coulisses de l'émission. Alors, je te suis. Je te fais faire un étirement d'équilibre. Bien, un étirement, puis après ça, un exercice d'équilibre. Parfait. D'abord, sur une jambe, étirement fessier. En fait, j'hésitais parce que je voulais te mettre dans une pause un peu yoga, mais en parlant de respiration... On va voir que j'ai moins de flexibilité que toi. Tu te débrouilles très, très bien quand tu te sens un peu inconfortable. À part que je vais tomber sur les fesses dans pas long, me sens bien. Tu es capable de t'asseoir un petit peu derrière. Là, ce qu'on avait envie de vous démontrer, c'est qu'on peut bouger sans être en tenue d'entraînement. Puis des fois, ben, on se dit, ben, j'ai pas le temps, je peux pas le faire, j'aurai pas le temps de prendre une douche. Ben justement, des étirements debout, en position assise, on inverse. Ça, je l'ai proposé parce que ça se fait, ça prend pas d'espace. Tu es dans tes pantalons. C'est moins sport que toi, c'est ça. Pas stretch, mais tu arrives à le faire. On étire le bas du corps, les fessiers. Puis on parlait de respiration. C'est dur de se concentrer sur la respiration. Moi, je suis la première à être comme un peu accélérée du côté respiration. J'ai commencé à faire des cours de chant. Parce que là, on étire un peu ici le tronc. C'est quelque chose qu'on peut faire en position assise aussi au bureau pour couper la journée en deux. Est-ce qu'on y va quelques secondes, 3 respirations? Est-ce qu'on attend? Tu peux respirer juste naturellement. Dégage un peu le haut du corps, le cou qui est tendu. C'est une bonne question, ça, parce que souvent, on va retenir son souffle, surtout quand on est dans quelque chose qui n'est pas confortable. Oui, monte au-dessus. Donc, ta main t'amène un petit peu plus loin. C'est cute. Oui. Très, très cute comme à l'écran. J'ai regardé l'écran, j'aurais pas dû. Côté respiration, est-ce que tu respires ou tu retiens ton souffle? Es-tu correct? Non, je fais les deux. Je suis en mesure quand même d'un gars qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Oui, quand même, hein? Mais parce que souvent, on dit, OK, je vais respirer. Une technique de respiration que ma psychologue m'a déjà enseignée, c'est assez basique, c'est assez simple, mais on attend 5 secondes, tu respires, tu prends une inspiration, une expiration et tu attends comme un 5 à 10 secondes en chaque. Est-ce que c'est ce genre de choses-là qui, toi, lorsqu'on bouge, c'est différent un peu? Oui, c'est différent. Tu veux-tu essayer un exercice d'équilibre? Regarde, j'ai changé un petit peu. Donc, mon pied, il est sur la cuisse. Oui, plus bas, plus haut. Inspirer du yoga, la pose de l'arbre. Puis, je trouve que tout ce qui est équilibre nous force à être dans le moment présent parce que si tu vas dans le moment présent, tu sais... Comme à s'enraciner, finalement. Oui, mais côté respiration,
pour répondre à ta question, en général, ce qu'on prône, c'est respirer. Retenez pas votre souffle. En yoga, par exemple, on va parler inspiration, expiration dans les mouvements, mais la tendance présentement, on est juste comme respirer plutôt que de se dire, là, j'ai-tu l'expiration au bon moment versus l'inspiration. Je t'amène ici. Alors, on termine. Mais ton exercice est très à propos, puis on fait ça aussi en chant. Essayez de développer les muscles qui sont très, très tendus. Essayez de prendre de l'expansion, laissez l'air rentrer. Regarde, la main en haut, on essaie de la rapprocher derrière. Puis là, tu vois, je ne fais pas assez d'étirements ces jours-ci. Déjà été plus souple, comme bien des gens. On inverse. Alors, est-ce que c'est absolument important que les doigts touchent? Pas forcément, mais la belle chose en étirement, c'est que plus tu en fais, plus tu vois le progrès, tu sais, puis ça prend pas grand-chose pour aller voir des petits changements. Donne-moi donc un petit câlin ici. Oui. Alors, une introspection, on décroche pendant ce moment-là. Bien, merci de m'avoir permis pendant quelques instants de casser le rythme, justement. Et puis, on suit dans 2 temps, 3 mouvements toutes tes recommandations. Merci beaucoup à toi, Isabelle. Merci, Alex. Un plaisir. Vous savez jamais où, par exemple, une expérience peut vous mener. C'est le cas d'une ancienne collaboratrice à cette émission qui nous préconisait à travers ses chroniques, pour votre information, le bien-être et aussi le monde de l'entrepreneuriat qui l'a toujours aussi intéressé. Elle a jumelé les deux, finalement, pour fonder 2 entreprises, notamment le cas de Frozen Cosmetics. Elle est avec nous autres, Peggy Belland. Je la retrouve d'ailleurs après quelques mois. Salut! Hey, c'est un plaisir. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je pense que la dernière fois que j'ai été à la télé, c'est ici. Donc, ça donne ici, à cette émission, à cette tribune. Oui, exactement, dans cette tribune-ci, parce que oui, j'avais une quotidienne à la radio. Donc, ça fait très longtemps. Je suis très heureuse que vous m'accueilliez. Bien, ça fait plaisir. Puis, je disais dans l'introduction à quel point tout est lié dans la vie. Moi, j'y crois ardemment. Tu nous parlais de bien-être pendant plusieurs mois, notamment en donnant plusieurs astuces pour que les gens se prennent en main, puissent avoir quelques directions à prendre, peut-être pour se refaire une santé sur tous les fronts. Physique et mentale. Physique et mentale. Et toi, finalement, ben, tu t'es mise de l'avant aussi pour te lancer en affaires parce que c'est se prendre en main, c'est aussi se sentir beau, belle, en l'occurrence, avec ce que tu préconises aussi. Oui, exactement. Bien, en fait, tu sais, on est tous passés par la phase de la pandémie. Oui. Mais moi, en fait, j'ai eu une opportunité. J'étais à la radio, je faisais une quotidienne, je faisais des chroniques ici. Mais il y a quelque chose que je faisais un peu dans l'ombre. Je m'étais remis à faire du patinage artistique et je m'étais aussi donné comme mission d'aller aider la boutique Patinage Plus à Laval, qui est située sur la 440 Ouest, tout près du Sport Rousseau, là, juste à côté du Sport Rousseau. J'allais donner un coup de main à ces 2 propriétaires-là parce qu'il manquait de main-d'œuvre pendant la pandémie. Donc, je travaillais à la boutique Patinage Plus et personne ne le savait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, en janvier l'année passée, ils m'ont demandé pour racheter l'entreprise. Ce qu'il faut préciser, c'est que Boutique Patinage Plus célèbre ses 40 ans cette année. Donc, je fais du reprenariat. Donc, j'ai racheté l'entreprise. Ils m'ont proposé d'acheter Boutique Patinage Plus. Évidemment, à part les communications, faire de la radio, faire de la télé, moi, mon autre hobby dans la vie, c'est le patinage artistique. Puis l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et le maquillage. Moi, je patine depuis l'âge de 5 ans. Je me maquille aussi depuis l'âge de 5 ans. Ça fait partie un peu intégrante quand on est patineuse artistique. Oui, ça va être les cosmétiques et je veux dire, les robes, le maquillage, c'est un tout. Là. Exactement. Donc, le lien, c'est que Frozen Cosmetics, je voulais vraiment créer une ligne pour les femmes actives, mais aussi pour tous les genres. Donc, autant les hommes, tous les genres, pour qu'on ait accès à un maquillage de qualité fait au Canada. C'est fait avec des produits naturels, d'ailleurs, non testés sur les animaux. Et je suis vraiment fière parce que ça fait quand même un bon 6-8 mois, moi, que je teste les produits. Puis là, ils sont disponibles en ligne. On a cosmeticfrozen.com. C'est vraiment une ligne où on peut se maquiller, se faire du bien. D'ailleurs, Frozen, si tu veux savoir d'où ça vient le mot. Patin, il y a quelque chose derrière. Givré, mais il y a plus profond que ça. Ah oui, vas-y donc. Fro, ça vient du mot anglais from. Et zen, évidemment, ça vient du mot japonais bien-être. Donc, provient du bien-être. Donc, Frozen, l'idée, c'est de prendre du temps pour soi, pour se mettre beau, parce que le maquillage, des fois, ça a un côté un peu, comment dire, artificiel, hein. Mais moi, le maquillage, là, c'était ça le moment que j'avais. D'ailleurs, j'ai mes 2 enfants qui sont en studio aujourd'hui, hein, sont très contents d'être là. On les entend, on les salue. On les entend, ils vont m'entendre, mais je dis ça parce que je m'enfermais souvent dans la salle de bain pour prendre 5 minutes pour me maquiller. Alors, je trouve que prendre le temps
de se mettre beau et belle, c'est important. C'est un moment pour soi. Puis, bon, ça a été développé, tu dis, au Canada. Oui. On parle de haute qualité. Est-ce que, puis tu sais, souvent, quand on veut y aller dans le maquillage, je ne m'en mets pas, à preuve. J'ai la face toujours pareille. Mais chose certaine, toi, est-ce que tu as écouté les femmes autour de toi pour bâtir les produits? Oui, tout à fait. J'ai parlé avec des maquilleuses. D'ailleurs, je suis mentorée par Chantal Lapierre, qui a travaillé pour Lancôme, L'Oréal Canada. Moi, je suis certifiée en maquillage aussi. Ça aussi, c'est une petite chose qui est un peu cachée. Mais oui, on a testé avec des patineuses. J'ai déjà des patineuses qui le testent en ce moment, mais vraiment, c'est un maquillage qui tient aussi. Puis pas juste pour les compétitions. Tu sais, on va aller s'entraîner. Tu sais, la petite baby cream qui est là est bien le fun. Là. Tu sais, tu fais juste une petite crème teintée, c'est bien agréable. Parce qu'on sait que Lucette, ma caméraman que j'adore, est une adepte de maquillage. Elle part à rire parce qu'évidemment, c'est pas son genre. Tu sais, il y a des femmes qui aiment ça plus léger, d'autres qui aiment peut-être plus, mettre plus d'importance ou de temps, je vais le dire comme ça. Donc, tu en as pour toutes les gammes ou les types. L'idée, c'est femmes actives, que ce soit rapide, que c'est des produits qui sont faciles à utiliser. On va commencer à avoir des directs aussi. On a une page Facebook, donc ça va être facile. Est-ce que tu as rouge à lèvres, tout ça? La gamme complète. Okay. J'ai le fond de teint, les fards à joues, j'ai des palettes à maquillage. Je vais même avoir une petite trousse Beauty on the go qui est disponible dans les prochaines semaines. Ça, c'est comme la gamme introductive là-dedans. C'est la petite trousse qu'on traîne dans notre sacoche, justement, pour se faire un petit teint. Là, si on sort du bureau, on est pressé le matin. Là, baby cream, fard à joues, gloss, on va tout avoir ça. Oui, j'ai vraiment une gamme vraiment complète. Alors, à découvrir. Et quand tu parlais de patins, parce que c'est une entreprise qui a quand même la boutique de patinage plus, qui est ouverte évidemment à l'année. Oui. On peut découvrir pas juste de patinage artistique, patiner de loisirs. En fait, c'est bon que tu en parles parce que la mission qu'on s'est donnée en reprenant l'entreprise, c'est de rendre accessible à tous les plaisirs et les bienfaits du patinage. Et là, cet été, c'est le fun parce que vous allez diffuser ça prochainement. Oui, bien c'est ça, on arrive au printemps, fait qu'on pense plus à la plage qu'à la glace. On a des quads et des rollerblades. Donc, pour toute la famille, aux alentours de 100 $, on les ajuste en magasin. Les quads, c'est incroyable. Là. Je pourrais envoyer une photo, on pourrait faire un Insta. Là. Toutes sortes de couleurs. Donc, on peut venir aussi. Puis, on a le bar, le Frozen. Nous, c'est une expérience née chez nous. On sert des slushs. On sert des bubble tea, un café, un latte. Il y a vraiment un bar. Donc, on peut venir en famille prendre un petit slush cet été aussi. Là. C'est vraiment le temps d'arrêter à la boutique. Bien, je te remercie, Peggy, d'être passée. Bonne chance dans tous tes projets. Littéralement, à la fois, qui est justement pour nous rendre plus beaux, plus belles, se sentir bien. Puis je trouve ça bien que tu as eu une pensée pour la communauté LGBTQ+. Je trouve que c'est quand même... Oui, pour moi, c'est important. C'est de plus en plus, je pense, opportun de le faire, mais il n'y en a pas tant que ça qui y pensent encore, déjà qui y pensent. Alors, bravo pour ça. Et évidemment, bonne chance aussi dans cette façon de reprendre une entreprise quand même qui est là depuis très longtemps ici sur le territoire lavallois, soit le Patinage Plus. Alors, à très bientôt, puis bonne chance en affaires. Oui, puis je veux juste dire un petit mot de la fin. On prend beaucoup les produits québécois locaux. D'ailleurs, je porte Expression, donc qui est une ligne qui va être disponible en boutique. Je voulais en parler. Merci de nous recevoir. Puis j'espère te voir à la boutique, Alex. Je vais aller faire un tour, surtout pour le patin. Super. Merci. Vous connaissez l'adage, nul n'est prophète en son pays. Je pense qu'il s'applique bien à cette artiste Rachel Therrien qui, ces jours-ci, vous offre non seulement un album, mais aussi un livre aussi dans ce projet. Soit Capi pour le disque, mais bien sûr aussi les poèmes de Charles Lebel-Therrien. Vous avez compris, le lien de parenté avec elle. On va tous démystifier ça pour notre prochain invité qui a joué au Grammy, à SNL également du côté de New York. Et c'est Rachel Therrien qui est avec nous par le truchement de la technologie. Salut Rachel! Bonjour, merci de me recevoir. Là, tu te retrouves pas mal dans un endroit qui est idéal pour toi, là, ton local de pratique, je pense. Là. Oui, exact. On est en répétition, si vous voyez les instruments. Alors, pour bientôt présenter ton nouveau spectacle, tes spectacles donc à New York, entre autres, je le disais, tu es connu, ou du moins, tu te produis à l'international depuis plusieurs années. Est-ce que c'est moi ou... Peut-être que tu ne reçois pas tout le mérite ou l'attention médiatique que tu mérites, je trouve, parce que tu as joué avec des grands puis sur des gros plateaux américains aussi. Oui, en fait, ça fait plusieurs années. Là, j'en suis à mon 7e album avec Capi, puis oui, je me promène pas mal un peu partout.
Entre New York, Montréal, puis en Europe, puis un peu partout. Ça fait une couple d'années, là. Mais pour toi, tu avais cette volonté de mener, parce que je comprends que c'est parti de tes racines familiales. Tu nous offres un album du nom de Capi, bien sûr le livre aussi, qui est avec toi d'ailleurs entre tes mains. Pourquoi c'était important pour toi de joindre ces deux modèles d'expression sur le plan artistique dans ce nouveau projet? Ben, en fait, le projet Capi, c'était le rêve de mon père depuis ma première année de musique quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à faire de la musique. Mon père a toujours voulu que j'écrive des pièces sur les poèmes de mon grand-père, en fait. Fait que finalement, enfin, ça couvre une boucle qui a été longtemps entendue par les gens de ma famille. Puis je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin partager ça. Est-ce qu'il y avait un lien à ce moment-ci de ta vie? Pourquoi tu l'as offert? Parce que tu dis, je suis rendu à mon 7e album. Ça aurait pu être au 5e, au 4e. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-ci? Ben, en fait, ça a été un concours de circonstances. C'est en pleine pandémie, en 2021, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence au Centre d'expérimentation musicale à Chicoutimi. En fait, j'ai eu l'opportunité d'être pendant un mois à Chicoutimi avec des musiciens locaux de la région du Saguenay. Vraiment à me concentrer 100% sur ce projet-là, puis ça m'a vraiment donné l'espace pour vraiment plonger dans les poèmes de Capi, en fait. Capi, c'était son surnom, en fait, Charles Le Belterien. C'était justement ma prochaine question. Puis, qu'est-ce qui définit la poésie selon toi de ton grand-père? Qu'est-ce qui fait peut-être de lui un poète, un auteur unique? Ben, en fait, ce qui est vraiment merveilleux avec la poésie de Charles, c'est que c'est une poésie, premièrement, exquise, en fait, puis c'est une poésie très imagée sur les territoires de la Côte-Nord, de la Maganie puis du Labrador, fait que pour moi, ça a été vraiment spécial parce que mon grand-père est décédé avant que je naisse. Fait que j'ai découvert et mon grand-père et le territoire de la Côte-Nord du Québec à travers ces textes. Fait que ça a été vraiment comme une belle inspiration, disons un peu vierge de tout le personnage puis le territoire, puis c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, donc tu l'as t'as appris un petit peu à le connaître à travers ses mots, même si tu l'as pas connu de façon physique ou de conversation avec lui, c'est comme une façon pour toi à travers ses écrits de comprendre quel être humain il était, j'ai l'impression, et je me trompe pas? Exact, puis aussi quel artiste, puis c'est vraiment, en fait, j'ai choisi 13 des poèmes. Écoute, le livre, 160 pages, donc il y a beaucoup de poésie là-dedans. Ouais. J'ai vraiment choisi un peu intuitivement ceux qui m'ont le plus cherché, mais en fait, ce qui est intéressant dans l'évolution de sa poésie, c'est que de plus en plus, ça devient de plus en plus un peu note autobiographique, puis un peu mélancolique, un peu plus personnel à travers les textes. Fait que ça m'a permis de découvrir un côté de lui qui n'était pas décrit nécessairement par mon père ou mes oncles et tout. Comment on construit, parce que le poème, ça a été comme un outil de base, j'imagine, pour te mener vers la musique. Et comment tu as pu nourrir finalement cet instinct de créativité, de création pour mener à la musique? Puis en plus, tu parlais de nature, puis on entend beaucoup de cette nature sur le disque aussi en général. Oui, exact. En fait, c'est mon premier album aussi électronique. Il y a beaucoup d'effets, de traitement de son, puis de pédales d'effets, puis de synthétiseurs et tout. Puis, en fait, j'ai voulu garder beaucoup l'aspect improvisé. Donc, j'ai écrit des structures sur lesquelles on pouvait improviser, puis les structures elles-mêmes sont inspirées des poèmes. Il y a certains poèmes on entend le texte. Il y a certains autres, comme il y a une pièce qui s'appelle Le Saumon, par exemple, où est-ce que ça, c'est 100% instrumental. La voix de Caroline Tremblay est utilisée comme un autre instrument. Ouais. Puis on fait vraiment, c'est vraiment comme une trame sonore imagée de des saumons qui descendent de la rivière, qui se font attraper par un filet. C'est vraiment la description. Je suis allée strophe par strophe finalement, puis j'ai adapté en musique, en son, en texture sonore. En fait, je vois vraiment l'album comme une espèce de trame sonore, trame de fond, pour pouvoir lire le poème en même temps. En fait. Ben oui, puis peut-être même de le faire avec Labrador, où il y a du spoken words, comme on appelle communément dans le jargon musical aussi. C'est déclamé. J'ai adoré l'exercice de style, vraiment.
Merci beaucoup. Oui, exactement. Il y a des pièces qui sont un peu plus chantées, il y a des pièces qui sont plus dictées. Ouais. Puis Caroline Tremblay, super artiste de Chicoutimi, a fait un travail incroyable sur le projet, là. Rapidement, mais est-ce que ça te mènera sur scène pour présenter le projet? Comment? Sous quelle formule, si c'est le cas? Oui, ben en fait, on arrive de faire un lancement et à Montréal, au Patrovis, puis à Rimouski, à la Coop Paradis, en fin de semaine. Puis là, je laisse un peu ce projet-là. J'ai l'impression que c'est un peu mené par mes ancêtres aussi, si on y va spirituellement parlant. Mais mon but, ça serait d'aller tourner ça un peu dans des salles un peu plus inédites puis un peu moins jazz au Québec, en fait, justement. Je suis reconnue un peu plus comme une artiste jazz, mais ce projet-là, il fit un peu plus dans différentes... un peu indie rock, un peu les scènes de poésie, de littérature, puis j'aimerais bien... en fait, si les gens veulent bien suivre mon site web et mes réseaux sociaux, normalement, on devrait avoir une petite tournée des librairies du Québec, en fait, cet été, pour aller présenter dans les librairies... un peu partout. À suivre. Bon succès pour ce projet. Merci beaucoup, Rachel Therrien. Merci. Depuis 2010, il incarne la lutte contre l'intimidation puis ouvre vraiment le dialogue par le biais de sa fondation sur plusieurs axes importants de notre société. Ouais, depuis 2010, la fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui lutte pour enrayer notamment la violence et l'intimidation. J'ai avec moi, justement, Jasmin Roy qui est là. Bonjour. Salut, Jasmin. Content de t'accueillir. Je suis content d'être là. Tu me disais... un coup de tête. Il y a 14 ans, tu as lancé ta fondation. Ça m'a fait sourire. J'ai lancé ma fondation sur un coup de tête. J'étais à Québec, j'avais rencontré la ministre de l'Éducation, Martin Petit. Je me suis retrouvé à côté de lui au Cosmos avec sa blonde et son fils. Puis là, tout d'un coup, il a dit « Hey, j'ai dit, je pense que je vais lancer une fondation. » Puis il a dit « OK, ben regarde, on va t'aider, nous autres, les humoristes. Je vais appeler toute ma gang. » Puis là, on avait lancé des capsules contre l'homophobie à l'école. Parce que moi, je travaillais beaucoup avec les humoristes. J'avais travaillé à Juste pour rire, j'ai travaillé sur Caméra Café. Puis je dis moi, je n'ai pas l'impression que c'est des homophobes. Ils font des jokes, c'est gay, là, mais ils ont le droit. Fait que, à partir de là, ça a parti, puis c'est parti en fou. Ouais. Bien, est-ce que depuis 14 ans, justement, depuis les débuts de la Fondation, tu as vu, est-ce que ça... Parce qu'on tend à nous dire qu'on est de plus en plus dans une société qui va de moins en moins bien, qu'il y a eu peut-être avec la pandémie aussi, des choses qui se sont exacerbées, mais chez nos jeunes, entre autres, l'intimidation, l'homophobie, c'est revenu. Est-ce que toi, tu constates ça ou... Bien, oui, ça a changé un peu de visage, mais dans le sens que ce qui est arrivé, c'est qu'avant la pandémie, on sentait vraiment une amélioration, surtout dans les milieux éducatifs, là. Parce que nous, à la Fondation, on n'est pas juste dans les écoles, on travaille dans plusieurs milieux, les aînés, milieu de travail. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une amélioration, puis la pandémie a créé un certain recul. Est-ce qu'après ça, ça va se réguler? On verra, mais les stratégies gouvernementales n'ont pas été là au moment où il aurait dû être mis en place. Fait que ce qui arrive, là, c'est qu'on vit un peu les contre-coups. Il ne faut pas oublier non plus que ça a été un laboratoire, la pandémie. Il a coupé les jeunes de socialisation, surtout à l'adolescence, où les pères ont beaucoup d'influence sur les autres. L'impact. On n'avait jamais fait ça. Et en plus, je ne sais pas si tu as tous des enfants. Non, j'ai pas d'enfants, mais je suis... Mais quand tu as des enfants, tu vois tout de suite que dans le groupe, ils vont apprendre à réguler certains comportements. Donc, quand tu n'es pas dans un groupe, après ça, tu vas te retrouver 2-3 ans après, il y a certains comportements que tu n'auras pas appris à réguler. Oui. Oui, puis si ça s'est fait majoritairement, ces contacts sociaux par le biais d'écran aussi. On parle beaucoup d'écran, d'anxiété chez nos jeunes, ce qui mène... Là, il y a plusieurs nuances. Oui, je comprends. Je nuance là-dessus parce que pendant la pandémie, ça a été démontré par la recherche que si on utilisait les réseaux sociaux ou même les plateformes là, pour communiquer, c'était très résilient pour les jeunes. Donc, c'est un outil de résilience. Donc, il ne faut pas trop démoniser. Maintenant qu'on en a moins besoin, il faut justement multiplier la socialisation. Les rapports sociaux, oui. C'est ça. Puis d'ailleurs, vous menez ces jours-ci, là, c'est gracieusement, donc en collaboration avec le ministère de la Famille, le programme Ensemble contre l'intimidation. C'est quoi? C'est des journées d'ateliers? C'est pas Ensemble contre l'intimidation, c'est le ministère de la Famille. Okay. Nous, on donne des ateliers dans la peau d'une personne LGBT. Oui, c'est ça, excuse-moi, oui. Qui sont financés par le ministère de la Famille. OK. C'est gratuit. Vous pouvez communiquer à la Fondation pour pouvoir en avoir, si vous voulez. C'est sûr qu'on a un nombre limité, mais ça va
honnêtement, là, c'est un grand succès. Là. On en donne, là, surtout de ce temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe, on en donne quasiment tous les jours. Et quel est le constat quand vous donnez ces conférences-là, l'avant et après votre passage? Est-ce que vous voyez déjà, les gens comprennent, saisissent le message, la différence, et il y a un meilleur dialogue qui se fait par la suite entre les communautés? Ou, Bien, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout d'améliorer les compétences relationnelles des gens. Puis, puis on le fait en réalité virtuelle. Donc, les gens sont plongés de façon immersive dans des vraies situations, jouées par des vrais comédiens. Et ensuite, il y a des discussions parce que ce qu'on veut, c'est de leur dire, écoute, quand tu dis ça ou tu fais ça, nous autres, on ne crie pas à l'homophobie et à la transphobie. On va dire, regarde, si tu le fais autrement, tu vas améliorer tes relations avec ces communautés-là. Donc, nous, on part du principe que les gens sont intelligents et on le sait maintenant que tout ce qui est discrimination, violence, intimidation, c'est des problèmes émotionnels et relationnels. Il faut avoir des solutions émotionnelles et relationnelles à partir de mesures éducatives. Donc, moi, si je te dis, regarde, tu es intelligent, Alexandre? Oui. Je pense que oui. OK. Bon, fait que je vais faire appel à ton intelligence. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, écoute, moi, j'ai rien contre ça, les gays, je vous accepte, c'est pas quelque chose qu'on dit. D'accord? Est-ce que c'est de la violence? Pas nécessairement, mais moi, dans ma vie, je me suis fait dire ça beaucoup. OK? Tu sais, j'ai rien contre ça, je t'accepte. C'est comme dire, je suis pas raciste, mais finalement. C'est ça. Puis il y a beaucoup de choses qui nous sont dites. Puis à un moment donné, c'est la répétition. Puis c'est ça qu'on appelle des micro-agressions, là. C'est que nous autres, on se fait dire ça tellement souvent. Exemple, moi, quand j'étais plus jeune, moi maintenant, peut-être parce que je suis vieux, là, mais as-tu déjà fait l'amour avec une femme? Tu sais, pour savoir si tu étais gay. Mais on ne poserait pas cette question-là aux hétéros. Fait que c'est toujours ces questions-là qu'on essaie de mettre en évidence. Ouais. Ou si on parle à un garçon. Ça, c'est dans le scénario là, où on s'adresse aux personnes gays. Mais souvent, moi, moins maintenant, parce que probablement je suis plus vieux, mais j'arrivais, exemple, sur un plateau de tournage, j'étais accompagné par un ami ou j'arrivais à un événement avec un ami ou un collègue de travail. C'était toujours... C'est comme si j'avais toujours des intentions derrière. Tu ton job, tu de ton goût, tout le temps. Ouais. Comme si j'avais juste ça dans la tête. Mais par contre, il y a de ces... il y a des gens qui peut-être dans le fait que, exemple, les gens non-genrés, non-binaires, il y a peut-être aussi, sans dire une part, mais disons, des fois, on ne sait pas comment non plus. On ne veut pas être malhabile et on ne sait pas comment si... On ne peut pas dire « il », on ne peut pas dire « elle ». Il y a des moi, fois, je revendique le droit à la maladresse. Oui. Je revendique le droit à la maladresse. Je pense que tout le monde a le droit d'être maladroit dans la vie. Je l'ai déjà été. Tu as le droit à la maladresse, tu as le droit de te tromper. Parce que c'est assez nouveau, là, les gens non-binaires. Oui, mais si tu utilises le prénom de la personne, tu ne te tromperas jamais. Là, toutes ces histoires-là, moi, je pense que, je veux dire, tu t'appelles Alexandre. Oui. Si je dis Alexandre, à chaque fois que je te parle, je ne me tromperai pas. Exactement. Donc, tu ne tromperas pas de pronom ou whatever. C'est notre façon de faire. Donc, il faut avoir quand même... avoir une boîte à outils. Exactement. Puis justement, c'est ce que vous donnez à la Fondation aussi, une boîte à outils. Parce que, est-ce que... Puis là, je sais que c'est une longue conversation, mais est-ce que les écoles ont les ressources aussi pour, disons, assurer un climat sain pour mener ces conversations-là? Parce que vous êtes là pour le faire, mais est-ce que concrètement, dans nos écoles, si la Fondation n'était pas là, est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont bien nantis pour avoir ces conversations-là qui sont nécessaires pour les jeunes? Moi, je pense qu'il y a du personnel extraordinaire dans les milieux éducatifs. Cela dit, des fois, c'est une question de temps. C'est une question, puis là, on est en pénurie d'employés aussi. C'est une question de temps. Ça prend du temps pour aussi intégrer les apprentissages socio-émotionnels dans un milieu éducatif. Et ça prend de la formation continue. Et tout ça, c'est un peu un manque présentement. Donc, quand on parle de stratégie, quand on parle de développer les compétences émotionnelles et relationnelles, là, dans le nouveau plan d'action du gouvernement, ça a été mis dedans. Au primaire, on y arrive assez bien, mais au secondaire, c'est le sentiment d'appartenance. Vu que, supposons que tu es enseignant au secondaire, tu vas peut-être avoir 200 élèves dans ton année. C'est difficile. Ouais. Tu enseignes les maths. Tu vas dire, ouais, mais moi, je ne suis pas supposé d'être là pour enseigner les relations. Mais oui, sauf que c'est difficile de l'implanter avec le système qu'on a. Ben, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va aider assurément. Ce sera le mot de la fin, mais il y a une vaste étude pan-canadienne qui est menée par la Fondation actuellement Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Et ça aidera peut-être justement les autorités, soit peut-être scolaires, les centres de services scolaires, à pouvoir ajouter, bonifier le message aussi pour mieux l'adapter, le cibler aussi. Bien, il faut toujours avoir des données probantes. Parce que si tu arrives dans les médias et tu dis, bien, il y a des problèmes, c'est correct. Mais si tu as des données probantes,
tu t'appuies sur des vérités, des faits. Des faits, exactement. Merci beaucoup, Jasmin, d'être passé à l'émission. C'était vraiment, je pense que ça fait œuvre utile pour nos gens à l'écoute. Merci. Je te confesse, toi qui es à l'écoute présentement, on est au bureau des confessionnals. Je suis un amateur de bière, littéralement, et je me fais un plaisir en plus de parler d'un événement qui est mon préféré durant l'été ici sur le territoire lavallois. C'est du 12 au 14 juillet, le retour du Festival des bières de Laval avec nous, la PDG à nouveau dans notre émission, Marie-Hélène Barral. Salut! Bonjour, bonjour! Content de te retrouver. C'est comme annuellement un rendez-vous ensemble. Oui, merci de nous recevoir. Ça fait bien plaisir. C'est la 8e édition. En réalité, ce serait peut-être la 10e s'il n'y avait pas eu d'apocalypse qui s'appelle la pandémie. Oui, c'est ça. Quand même 10 ans déjà que ça aurait fait. Mais bon, OK, il y a eu 2 années de pandémie, mais on a passé par-dessus ça. Mais... Est-ce que je me trompe? Mais on dirait que c'est à la 8e édition qu'on a atteint un nouveau plateau cette année pour le festival. Ben oui, on pourrait dire ça. Dans le fond, on a travaillé fort pour avoir une belle programmation musicale qui s'est vraiment étoffée, je pense, au fil des années. Au départ, on commençait avec des artistes vraiment de la relève. Mais là, vraiment, on a été chercher des artistes plus renommés. On va en parler. Ouais. Puis tout en buvant de bière, qui on pourra voir, entendre durant le festival? Bien, on a été avec des artistes qui correspondent bien, dans le fond, à notre clientèle. Le vendredi, ça va être Jérôme 50 en première partie de Émile Bilodeau. Fait qu'on est très chanceux de les avoir, les deux. Puis le samedi, ça va être la rappeuse Calamine avec Gab Bouchard. Des artistes qui font vendre de la bière aussi. C'est ça, des artistes qui vont faire vendre de la bière puis qui sont bien connus. Puis je pense que nos festivaliers vont être heureux de les découvrir ou redécouvrir. Le volet humour aussi, précisons-le aussi parce que c'est important. Là. Oui, ça fait 3 ans puis ça fonctionne assez bien. Dans le fond, c'est des petits spectacles d'humour mais condensés sur un 20 minutes. Donc cette année, on va avoir Étienne Dano, Doua, Coco Bellivo et Alexandre Bisaillon qui vont venir nous faire rire là, sur le site du festival. À quel point vous êtes en mesure de définir que, par exemple, les spectacles vont garder plus longtemps sur le site au Centre des Arts, au Centre de la Nature plutôt de Laval, oui? Bien, il y a des gens qui se déplacent vraiment pour notre programmation musicale, mais effectivement, dans le fond, c'est pour bonifier l'expérience du festivalier puis qu'il puisse passer sa journée au festival. Donc, d'avoir une programmation musicale, bien, ça amène un événement pendant le festival. Oui. Évidemment, la pierre angulaire, c'est l'alcool. Oui. C'est l'alcool, certainement, avec 85 exposants, microbrasseries. Oui. Bien, c'est 85 exposants au total. On a 40 microbrasseries d'un peu partout au Québec. On a plusieurs, on a beaucoup, mais tu sais, des microbrasseries plus connues. On a Messorem, Bas-Canada, Brouski, qui est des microbrasseries qui sont très appréciées. On a des microbrasseries de plus loin qui se déplacent, Naufrageur de Carleton-sur-Mer. Fait que ça, il faut le noter, c'est quand même pour eux, ils se déplacent pas mal. Trèfle Noir d'Abitibi aussi. Donc, c'est vraiment intéressant l'offre qu'on va avoir sur le site. Et des nouveautés. Quand je parlais de plateau, d'année charnière pour l'événement, ça vous amène à avoir des nouveautés cette année? Oui. Bien, ça, on a plusieurs cidreries. Cette année, on va avoir une nouvelle cidrerie capsule temporelle, la cidrerie du pied de cochon. On a également plusieurs vignobles qui vont être représentés pour une première édition des vignobles québécois parce qu'il y avait une demande. Il y a des très bons vignobles au Québec, fait qu'on va leur faire une place pendant notre festival, donc produits de terroir également. Oui, et on peut penser à ceux qui peut-être veulent alterner entre ou tout simplement qui aiment la bière mais sans alcool aussi. Donc, il y a de plus en plus de demandes puis vous répondez à cette demande-là aussi. Oui, bien, il y a plusieurs microbrasseries qui offrent déjà de la bière sans alcool qui vont avoir à leur kiosque. Il y en a beaucoup qui sont se tourner vers le sans-alcool parce qu'il y a une demande. Puis également, il va y avoir un kiosque de produits sans alcool, fait que ça va être également du vin sans alcool, il va y avoir des spiritueux sans alcool, il va vraiment avoir une belle sélection. Depuis, on le voit depuis quinzaine d'années environ. Il y a beaucoup de festivals comme le vôtre qui ont poussé les microbrasseries, bien sûr, à travers les régions du Québec. Les villes aussi, c'est devenu de plus en plus important. Est-ce qu'on parle beaucoup d'arriver à une certaine saturation du marché, mais là, évidemment, arrive par là parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais c'est aussi le buveur moyen. On veut peut-être aller en chercher un nouveau, puis les plus jeunes, est-ce que c'est un défi pour un événement de devoir toujours aller chercher un plus jeune public comme le vôtre? Oui, effectivement, puis c'est ça, on essaie justement de se positionner pour aller chercher une clientèle. Notre clientèle, c'est majoritairement entre 25 et 45 ans, donc on essaie d'adapter nos placements médias, d'aller chercher une clientèle plus jeune, mais effectivement, il y a beaucoup de microbrasseries au Québec, mais le festival, c'est une belle alternative de découvrir des produits pour par la suite en racheter avec les produits qu'on apprécie également. Fait que c'est des formules de dégustation, fait que c'est des petites dégustations, puis comme ça, on peut en découvrir plusieurs. Plusieurs choses aussi à comprendre pour l'événement, parce qu'il y a toujours une bière officielle. Oui.
Et il y a notamment une microbrasserie de chez nous, de Laval, qui a développé avec vous la bière officielle cette année. Oui, c'est la microbrasserie Les Insulaires avec la microbrasserie La Gabière. Donc, ça va être une bière qui doit être très rafraîchissante pour l'été. Bière de soif. C'est ça. Je peux vous dire en primeur, ça va être une lager à la lime. Donc, bière de soif, facile à boire, peut être partout au Québec, dans plusieurs points de vente. Bon, il y a toujours ces incitatifs aussi. Tu sais, bon, on prend un verre, peut-être des fois, peut-être un petit verre de trop, là, ça c'est vraiment c'est vous autres, c'est votre affaire, mais il y a la STL qui participe avec vous, je pense. Oui, pour les navettes, là. Oui, c'est ça. Encore une fois, cette année, on incite vraiment les gens à prendre des transports en commun. L'année passée, justement, la navette était vraiment beaucoup utilisée. Donc, c'est gratuit sur l'ensemble du réseau de la STL. Puis également, il va y avoir des navettes du métro Montmorency. Donc, il n'y a pas de raison de prendre son véhicule. Prenez les transports en commun. On incite les gens dans un contexte de développement durable et de responsabilisation aussi. Certainement. Puis souvent, on vient en famille parce que c'est un événement qui est de plus en plus familial. Oui. Tu l'as dit, 25-45. Fait qu'on peut présumer qu'il y a beaucoup de parents qui y vont, qui amènent les enfants. Puis vous pensez à la famille aussi là, pour les jeunes. Là. Mais souvent encore maintenant, on me dit un festival de bière famille, les gens sont étonnés. Mais oui, effectivement, ça reste très familial. On a toute une belle zone pour la famille, beaucoup d'animations, jeux gonflables. Puis l'accès au site est gratuit pour les enfants. Donc, on veut que ça soit plus facile pour les familles de pouvoir participer, que ça soit abordable. Oui. Et je trouve ça intéressant parce que là, présentement, il y a un tarif préférentiel, là, je pense. En plus, on apporte notre verre. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est 20 de rabais présentement. Vous pouvez apporter votre propre verre de la maison ou un verre des éditions précédentes. On a toujours le verre officiel de l'année. Il y a des gens, des collectionneurs qui aiment avoir leur verre au fil des années. J'en fais partie. Mais des gens aussi, vous pouvez amener votre verre. Ça rend l'expérience encore plus abordable. Donc, c'est sûr, ça vaut la peine d'acheter ces billets en pré-vente. Ça revient moins cher au final. Oui. 12 au 14 juillet prochain au Centre de la nature de Laval, Festival des bières. Oui. Très, très hâte. Merci beaucoup, Marilyn, d'être passée. Merci à vous. Puis attends une minute, il nous reste combien de temps, Lucette? Il me reste 30 secondes. En 30 secondes, ta bière préférée, la bière que tu aimes boire. Là, je vais te mettre un peu de pression, Marilyn. OK. Ça serait difficile à dire, là, mais c'est sûr qu'en ce moment, moi, j'aime beaucoup les bières sûres, les sour. Fait que, tu sais, on a une bière aux insulaires. Je parlais de notre bière qui est une gauze à la citronnelle et la coriandre. Donc, c'est une bière vraiment de soif qu'on va avoir au festival, qui est facile à boire. La Marine. La Marine. Alors, on va boire la Marine. Merci à toi. Merci beaucoup. Marilyn. Oh! Le Collège Laval est une véritable institution. Je vous pose la question spontanément. C'est clair que vous connaissez quelqu'un. Hein? Qui n'a pas été ou qui ne connaît pas quelqu'un qui a fréquenté le Collège de Laval? Il y a le Conventum très bientôt, c'est le 16 mai prochain. Un jeune diplômé, Jean-Jacques Lapierre, que vous connaissez, à TV Laval avec nous. Ben oui. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et je vais juste présenter, puis après ça, on pourra évidemment embrasser notre conversation de plein fouet avec Jessica Pselis, qui est aussi, elle, de ce Conventum. On prépare bien les choses prochainement, membre du comité organisateur à la ACL, qui est quoi, l'association des anciens du Collège Laval. Alors voilà, pour la précision, Jean-Jacques, je vais me tourner vers toi. Oui. Tout d'abord, tu es un habitué, tu es un abonné TV Laval, bien entendu. Oui, évidemment. Toi qui as fréquenté le Collège Laval? J'ai fréquenté le Collège Laval. Moi, ça va faire 70 ans cette année que j'ai quitté. Et c'est une histoire de famille. Mon père, ça ferait 100 ans aujourd'hui, et mon fils, 100 ans cette année, mon fils, 48 ans. Alors, c'est une histoire de famille. Mais le Collège Laval existe depuis 1838. Ça a été fondé, c'était les clercs de Saint-Viateur au tout début. Puis après 50 ans, l'évêque du quartier a dit, les clercs de Saint-Viateur, vous ne faites pas un bon travail, on met les maristes. Alors, les maristes ont été là pendant assez longtemps, jusqu'à temps que ça devienne laïque, il y a une dizaine d'années, là, ou à peu près, oui. Ça a été laïque. Alors, le Collège Laval a été une institution qui a marqué l'histoire de Laval, l'histoire de l'île Jésus. Aussi de l'île Jésus, quand on respecte, parce que la période où ça s'est implanté, on appelait ça l'île Jésus. L'île Jésus a été fondée, Laval, en 1965, le 6 août 1965. Alors... une jeune histoire quand même pour la ville, mais évidemment plus longue date quand on pense aux habitants qui ont habité sur l'île Jésus. Mais bon, depuis est arrivé plusieurs cohortes. Il est arrivé l'arrivée des jeunes filles. Les filles, si on avait eu ça dans notre temps, ça aurait été tellement plus plaisant. Hein? Je comprends. Ça aurait été agréable. Mais là, il y a des belles filles qui sont chanceuses. Puis il faut dire que les filles sont même plus nombreuses que les garçons. Bien, dans mon temps, quand on est rentré dans les premières cohortes, on était peut-être le 1 tiers des Dans mon temps, c'est quelle année, ça?
ça? Moi, je suis rentrée en 1997, alors cohorte de 2002. Alors, j'étais dans les premières années de filles. On n'était pas beaucoup, là. On avait juste secondaire 1 et 2. Alors, oui, on avait du choix dans les hommes, je pourrais dire. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont peut-être attiré plus ton attention durant ton passage? J'ai gradué, ça va... Qu'est-ce que ça Ok, fait bon, 25 je ans sais maintenant, là, poupée? Moi, je me dis, nos premiers kicks du secondaire, on les oublie pas. Mais moi, je m'en rappelle encore de ma Catherine du secondaire 4. Même si ma blonde à cette heure est merveilleuse, je l'oublie pas. Mais je suis sûr certaine, évidemment, à travers les années, bien que c'est devenu laïque, il y a des valeurs qui sont encore présentes, qui se sont maintenues à travers les décennies et le temps au Collège Laval, j'ai l'impression. Oui. Si je me tourne vers vous deux, spontanément. Il y avait un terme qu'à l'époque, piété de voiture Laval, puis on avait notre hymne, nous sommes le gars de Laval, mais ça a été changé. Mais au sorti, c'était un collège aussi où la discipline, l'intégrité, le savoir-vivre, la personnalité, on met ça en chambre. Et comme tu vois, à un moment donné, les gens qui nous représentent, mais ça, ils sont tous comme ça. Ils étaient tous les anciens. C'est ça. Donc, ça a perduré dans le temps. Ça, c'est pas... Même s'il y a des professeurs, des élèves qui ont changé, ça, c'est resté. Mais je vais peut-être rajouter quelque chose des valeurs maristes aussi. Je pense que même si on est rendu laïque maintenant, on se tourne vraiment vers les valeurs laïques. Excusez-moi, je me suis trompée. Les valeurs maristes. Alors, vraiment sympathie, l'entraide. Il y a la fondation du Collège Laval aussi qui est une ancienne fondation de Marcelin Champagnat qui aide beaucoup les jeunes aussi. Entre autres, moi, j'en ai contribué aussi. J'ai été chanceuse aussi d'aider les jeunes qui n'ont pas assez de sous pour s'éduquer. Faire du sport peut-être ou des activités parascolaires. Alors, la fondation est très forte au Collège Laval, puis est vraiment des valeurs sur les valeurs maristes aussi. Ce sont des amitiés qui durent, parce que le conventum, c'est pour ça que le conventum, le plaisir qu'on a. Hein? Oui, bien, c'est vraiment de rassembler les gens. C'est très populaire, le Conventum. Je pense qu'il y a des centaines de personnes qui assistent annuellement. On est déjà rendu à 350, plus les professeurs, les anciens professeurs aussi qui se joignent. On est au-dessus de 45 professeurs qui vont se joindre. Alors, c'est fun de voir des anciens professeurs, directeurs, des gens qui nous ont punis dans le temps. C'est signe que malgré la croissance fulgurante de la ville de Laval, des fois, on se dit que ça devient un peu impersonnel parce que la ville de Laval a changé littéralement en peu de temps, depuis une vingtaine d'années, si on prend juste ces 20 dernières années-là. Mais on voit que vous avez encore un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté qui est rattaché à votre passage au Collège Laval. Absolument. Ça change pour moi pas. aussi, moi, mes enfants, ils sont loin de... ils ont 6 ans et 8 ans. Éventuellement, ils n'auront pas le choix. Mais ils connaissent déjà le Collège Laval. Mon fils, il va jouer au Colisée de Laval. C'est l'école à maman. Ils savent déjà, les directeurs le connaissent. Ils savent qu'ils s'en vont là. Comment concrètement va se passer le conventum? Parce qu'on veut attirer, s'il y a des gens, des anciens du Collège Laval qui veulent assister, c'est encore possible de le faire. Puis peut-être nous préciser... il y aura un goûter, un repas, un apéro? Oui, nouvelle formule cette année. Alors, un traiteur. Alors, ça va vraiment être des bouchées debout. Alors, on veut vraiment que le monde socialise et pas qu'ils quittent leur conversation pour aller manger. Alors, un bon traiteur, on garde la surprise cette année. Et oui, c'est possible encore de s'enregistrer. Alors, on peut aller sur le site du Collège Laval. Il y a l'onglet de l'ACL. On peut acheter nos billets encore. Ou on peut appeler au Collège Laval et rejoindre Madame Battista. Alors, elle va pouvoir vous répondre puis vous indiquer sur quelle plateforme aller s'enregistrer. Et le numéro de téléphone demeure le même depuis toujours. 7714. C'est là aujourd'hui, c'est 450-661-7714. Qui dure depuis, je ne sais pas combien de temps, mais depuis les années 40, 50. C'est la bière, votre mémoire est encore phénoménale. Je dois saluer ça, malgré les années qui passent, vous êtes encore aussi solide au niveau des précisions, des chiffres et des statistiques. Non, mais il y a des choses intéressantes. Écoutez, il faut dire que le Collège Laval a fait un grand pas. En 1833, il y avait dans l'île Jésus 5229 personnes seulement. Alors, pour vous montrer que le Collège Laval était important quand même, tout le monde allait là. Tout le monde, mon père y allait. Les gens, à un moment donné, qui voulaient se faire instruire, y allaient. Il y avait le couvent des Sœurs
en face de l'église de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, il y avait le Collège Laval. Exact. Il n'y avait pas d'autre entité. Il est toujours là, plusieurs années plus tard, la ville de Laval maintenant qui compte 460 000 personnes ou à peu près. 460 000, et oui. qui accueille encore des jeunes qui peuvent justement, dès cet été, finalement, à la fin de l'année scolaire, être de nouveau gradués. Merci beaucoup d'être passé. Puis bon qu'on m'entende le 16 mai prochain. Bien, merci. Merci beaucoup, Merci. Alex. Et Merci. tous les liens sont au bas de l'écran pour connecter avec vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Décidément, sur le territoire lavallois, si vous êtes des amateurs d'alcool, vous êtes pas mal chanceux. On a reçu tout à l'heure Marilyn, qui est de l'événement du Festival des bières qui s'en vient plus tard cette année au mois de juillet. Et un autre événement, celui-là, c'est à la fin mai, début juin, le 31 mai et le 1er juin prochain, le Festival des vins et spiritueux de Laval. Avec nous, il est politicien, mais ce ne sera pas en tant que politicien qui sera là. C'est moi, David de Cotis, qui est là. Bonjour, David. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait bien plaisir. Vous êtes fondateur de l'événement, on va le préciser d'emblée. Comment est né, tout d'abord, comment c'est venu l'idée de créer ce festival? Ben moi, j'étais toujours un amateur de vin. Depuis que j'étais jeune avec mon père, on faisait du vin maison. Ah oui, avec, c'était-tu de la piquette un peu, non? Un peu, oui. Un peu. Alors, c'est des raisins de la Californie. Alors, on faisait du vin de maison. Et moi, depuis 20 ans, je fais aussi le vin de maison chez moi, tous les années. Et je pensais peut-être de mettre en place un petit festival de vin spiritueux. Ça manquait à Laval. Ça manquait à Laval, puis il n'y avait rien à Laval. Il y avait juste, comme vous avez mentionné, le festival de bière. Alors, je regardais un peu partout. Je suis allé à Toronto pour voir comment ça marche, le festival de vin à Toronto, à Saguenay, à Terrebonne, même à Vaudreuil et à Montréal, parce qu'à Montréal, on a 2-3 festivals de vin. Et c'est là, en 2019, j'ai pensé de mettre ça sur place. On a commencé de le faire. Et en 2020, il y avait la COVID qui est rentrée. On met ça en haut, en guillemets. Ouais. Et nous sommes retournés en 2023 pour notre première édition. On va en parler, mais j'ai le goût de savoir quel type de buveur êtes-vous, d'amateur de vin êtes-vous? Est-ce que pour vous, c'est peut-être, je ne sais pas, êtes-vous un amateur de cabernet, vos cépages préférés à vous? Là? Si je vous invite à une table pour manger, là, qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que je mets? Là? Moi, là, j'adore le vin rouge. On est d'accord. N'est pas trop sec, un peu sucré. Alors, je vais plus vers le vin rouge, pas sec et sucré. Avec une bonne pièce de viande, peut-être, là, si on fait un bon filet mignon, ça aide beaucoup. Ah, bien, on prend un rendez-vous et on s'en va manger quelque part bientôt ensemble. Absolument. Et on jasera politique aussi en même temps. Parce qu'on dit, ça a l'air qu'autour d'une bonne bouteille de vin, on peut refaire le monde. Hein? Fait que, je suis d'accord avec vous. Oui, hein, c'est ça, on peut voyager aussi à même une table. Mais bon, revenons évidemment dans le giron de notre conversation. Parce que là, l'an dernier, on avait tenu l'événement du côté du Sheraton. Oui. Et là, on change pour la Place Belle cette année. Pourquoi ce changement? 2 raisons. La première chose, après l'événement au Sheraton l'année passée, on a pris un sondage auprès de nos exposants pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et la chose qui est sortie le plus, c'est qu'on veut être plus proche pour le transport commun. Parce que Sheraton, même si c'était vraiment beau, côté transport commun, c'est un peu difficile. Alors, nous sommes allés à la Place Belle. Nous sommes juste à côté de la station, le métro Montmorency. Alors, ça va réguler l'enjeu du transport en commun. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je pense que vous favorisez la navette aussi, les navettes là, pour, dans le fond, s'assurer que les gens puissent venir. Puis, il y a aussi les transports que sont l'autobus ou autre. Donc, il y a possibilité aussi d'avoir cet incitatif-là parce que vous avez le stationnement également qui est gratuit, si je ne m'abuse aussi. Alors, si vous avez la chance de venir en autobus ou métro, vous êtes le bienvenu. Mais si vous êtes en auto, le festival, on paye pour le stationnement à l'intérieur de la Place Belle. Tout ça a été compris avec votre billet d'achat. Alors, c'est à l'intérieur. On comprend aussi l'événement est à l'intérieur. Fait que beau temps, mauvais temps aussi, c'est au sein de la Place Belle. Parmi, justement, les gens sont curieux. On parle de vin et spiritueux. Alors, c'est très large le nombre d'exposants qu'on va avoir. Là. On a plus que 80 exposants. Plus que 250 dégustations. On a doublé le nombre des exposants de 2023. En 2023, c'est un succès pour notre premier événement. Et notre deuxième, c'est sold out, c'est complet. Ah oui? 80 exposants, le plus qu'on peut avoir dans la Place Belle, c'est complet. On parle de quel type de... Par exemple, on va y aller avec les vins tout d'abord. Bien, les vins, on a le Chardonnay Hobbs, le vignoble Château Fontaine de Québec, Souffle de Vie de Québec, du Pic-Bois de Québec. On a beaucoup vignobles du Québec, mais aussi à l'extérieur. On a notre
partenariat majeur, c'est vins de France. OK. On a des vins de l'Argentine, vins de l'Afrique, vins d'Italie. Alors vraiment, on va vraiment couvrir tous les goûts de tout le monde. Ça va être une carte postale sur les... Non, mais c'est ni plus ni moins que ça, sur les vins, mais à Place Belle. Absolument. On va pouvoir voyager. Sur le plan des spiritueux, maintenant, est-ce qu'on va avoir des distilleries québécoises, gin Oui, ou... on a Cherry River, québécois, Dirty Devil Vodka, québécois, Suntory, québécois, Cartel spiritueux, québécois. Alors, on veut vraiment mettre en avant les produits du Québec. Là. Exactement. Ben, c'est parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a de plus en plus, autant sur le plan des vins, puis évidemment, nos distilleries, des producteurs qui font des produits de qualité vraiment mondiale, internationale. Là. Absolument, oui, ils sont bien connus partout au monde. Aussi, là. Et bon, il y aura aussi, je pense, ateliers aussi d'experts, des mixologues, des sommeliers sur place pour vulgariser les vins là, aussi. Là. Oui, on va annoncer bientôt Christine Mansou, c'est notre ambassadrice de l'événement, qui sera là, qui a des classes pour la mixologie, les classes de vin, les classes de dégustation. Alors vraiment, le vendredi le 31 mai et samedi le 1er juin, on va pas mal de classes pour nos visiteurs, pour mieux comprendre le vin. C'est ça. Parce que je pense que de plus en plus, le buveur moyen québécois, autant pour les spiritueux que pour les vins, devient de plus en plus expert, curieux, tu sais, puis sait reconnaître la qualité d'un bon vin, mais évidemment, de pouvoir nous le vulgariser, puis d'avoir des fois un accord mets vin aussi, de pouvoir nous suggérer peut-être des plats assortis avec ces vins-là, ces produits-là, c'est toujours intéressant. Peut-être aussi prendre le temps de mentionner, parce que si on peut tenir pareil événement, c'est grâce à vos partenaires financiers aussi, je pense, le majeur. Là. Un gros merci. On a notre partenariat officiel, c'est BMW Laval, qui est avec nous l'année passée en 2023. Ils nous ont encouragé beaucoup depuis le début. Et en 2024, ils sont venus vraiment de façon vraiment généreuse pour être notre sponsor, notre partenariat principal, officiel. Et aussi, on a notre commanditaire majeur, c'est Vin de France, qui est avec nous. Alors, nous sommes vraiment chanceux de les avoir avec nous pour nous encourager de mettre en place cet événement. Oui. Et prenons le temps, il nous en reste peu, mais quand même, le prix, est-ce que c'est des passeports? C'est sous quelle formule les dégustations qu'on peut, si on achète ou... Oui, alors il y a un prix d'entrée, c'est 22 $ juste pour entrer à l'événement. Après ça, si on veut déguster, on a des bracelets électroniques. Vous avez juste besoin d'acheter des coupons qu'on va scanner sur votre bracelet. Et vous pouvez aller à chaque exposant, à chaque kiosque pour faire un peu de la dégustation, soit les spiritueux ou le vin. Ou des vins, parfait. Alors, c'est un modus operandi quand même assez facile aussi à comprendre. Tout est illustré sur les liens au bas de l'écran. Puis évidemment, soyez curieux, c'est sur les plateformes du Festival des vins spiritueux de Laval, 31 mai et 1er juin prochain. Merci beaucoup de cotiser. Si je mets juste une petite parenthèse. Oui, allez-y. Je suis le fondateur, mais j'ai aussi des partenaires avec moi. M. Emilio Migliozzi, Isabella Tassoni et Bruno Boisvert, qui est vraiment le propriétaire d'agence Carbo, qui nous aide beaucoup avec l'image de l'événement, qui nous aide beaucoup autour. Pour l'organisation. Bien, c'est bien de l'avoir ajouté. Merci à vous. Merci beaucoup. La semaine du don d'organes vient de se terminer, mais malgré tout, le message doit être fait d'une façon annuelle. Vous le comprendrez devant les enjeux, le vieillissement de la population qui n'est que quelques-unes des choses qui est devant nous, parce que cet organisme Transplant Québec, mène le bal depuis de nombreuses années pour favoriser ce lien entre les donneurs et ceux qui vont recevoir ces différents organes. Elle est conseillère à la direction générale et chef du service de l'enseignement et du développement hospitalier chez Transplant Québec. Notre invitée, c'est Marie-Josée Lavigne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Chez Transplant Québec, il y a plusieurs indicateurs qui sont à la hausse. Je voyais les statistiques là, à l'issue de cette semaine toute récente de la Semaine nationale du don d'organes. Quand même, on voyait qu'en 2023, le nombre de donneurs qui a, par exemple, augmenté de 20 mais on voyait que le temps d'attente aussi pour un cœur est à son plus bas depuis 10 ans également. Donc, j'imagine qu'on accueille ça de belle façon, mais on explique comment que ces chiffres-là ont été meilleurs, disons-le comme ça, en 2023.
Bien, c'est beaucoup de travail depuis plusieurs années à sensibiliser la population, mais aussi les équipes médicales dans les centres hospitaliers. Beaucoup de formations, beaucoup de rencontres, de retour aux équipes au niveau de leur travail du don d'organes. Fait que c'est beaucoup ça qui, je crois, qui tranquillement porte ses fruits. Puis on en parle de plus en plus aussi. Les campagnes aussi, successivement avec les semaines, ça mène Oui, exactement. vers un horizon qui est quand même positif. Mais quand même, il y a aussi un autre chiffre révélateur pour les gens aussi qui sont à l'écoute actuellement. Là, un sondage qui rapporte que 80% des Québécois seraient en faveur d'une loi spécifique là, pour encadrer le don d'organes, la firme Léger qui rapporte le tout. Mais je pense que pour vous, il y a quand même des choses encore à améliorer. Il est temps d'aller plus loin, c'est ça? Oui, bien, il est nécessaire d'avoir cette loi encadrante-là. On a des travaux en ce moment, la Direction générale, de toute l'équipe de Transplant Québec avec le gouvernement en ce moment, pour encadrer le don d'organes au Québec, pour justement avoir plus de ressources, parce qu'il y a un impact aussi quand il y a une augmentation de 20 c'est toute la chaîne du don et de la transplantation qui est touchée, qui est impactée de façon positive, mais aussi on a travaillé fort là, pour réussir à avoir toutes les ressources puis pouvoir mener à terme ces transplantations-là. Fait que oui, il y a beaucoup de travail à faire pour encadrer ça, pour justement avoir une formation plus encadrée auprès des professionnels, plus de sensibilisation auprès de la population, un guichet. Je sais que la population aussi disait qu'on aurait besoin d'un guichet unique au niveau du registre là, des consentements pour la population, pour les aider à notifier leur volonté d'être donneur d'organes. Ouais. Et quand on dit le mieux encadrer les professionnels de la santé, c'est quoi? C'est de savoir mieux comment peut-être en amont ou peut-être lorsqu'arrive la possibilité de faire un don d'organes quand quelqu'un décède subitement, par exemple, en pareille circonstance. Est-ce que c'est d'avoir peut-être un meilleur rapport avec la famille, avec une façon d'intervenir avec plus de doigté? Est-ce que ça passe un peu par ça aussi? Oui, c'est important pour les équipes médicales de pas se dépêcher dans l'annonce du don d'organes, de faire ça au bon moment, de la bonne façon, avec les bonnes personnes. Donc, on encourage la formation, c'est ce que ça permet. Ça permet aux équipes médicales de reconnaître le donneur, mais aussi de faire la référence rapidement à Transplant Québec pour qu'on puisse entreprendre toutes les étapes importantes ensuite jusqu'au consentement de la famille, de la prise de décision en fait là, de la famille. Fait que oui, ça prend beaucoup de formation là-dessus, beaucoup de doigté, de sensibilité pour aider les équipes médicales à mieux faire l'approche avec nous en collaboration. Puis aussi, j'ai l'impression parce que souvent c'est une question d'heures ou dans pareil cas, peut-être de minutes aussi pour qu'on soit en mesure d'intervenir. Mais surprenamment, on a quand même du temps. Il faut juste que ça soit référé au bon moment. Mais tu sais, c'est pas... souvent, c'est un mythe, là. C'est pas comme on a la réponse puis on doit aller rapidement au prélèvement des organes. C'est un processus qui demande quand même du temps. Il faut évaluer les organes, il faut les qualifier, il faut les attribuer aux bonnes personnes, il faut laisser le temps aux receveurs de se rendre dans les centres hospitaliers pour être prêts pour leur transplantation. Fait qu'on a du temps. Fait que c'est important c'est ce qu'on enseigne dans le fond à nos équipes. C'est de s'assurer d'avoir vraiment le bon moment, puis que des fois, ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Il faut vraiment être très au fait de comment se sent la famille. Là. Puis indiquer toujours, on le rappelle en pareille circonstance, c'est un message qui se cristallise toujours dans cette semaine, mais de le faire en tout temps, je le disais dans mon introduction, mais de pouvoir ouvrir le dialogue aussi. Si on écrit nos dernières volontés, on va par exemple chez le notaire, pour ne pas le nommer, indiquer nos dernières volontés. C'est important aussi de les mettre clairement aussi. En ce moment, au Québec, on a 3 façons de signifier notre volonté de donneur d'organes. On a la carte d'assurance maladie au verso, on a le registre de la RAMQ et on a aussi le registre des notaires aussi, du consentement des notaires. Mais ce qu'on dit souvent aux familles, le plus important, c'est d'en parler avec nos familles parce que quand on arrive à prendre la décision, c'est beaucoup plus facile pour les familles de savoir que la personne désirait être donneur. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions lors de ces prises de décision-là. C'est des situations qui sont tout le temps dramatiques. Le matin, tout le monde allait bien, puis le soir, on vous annonce que votre père, votre conjoint, votre enfant est décédé, puis on doit procéder au don d'organes. Fait que c'est toujours des situations très, très dramatiques. Donc, ça aide là, quand on sait déjà un petit peu ce que la personne aurait voulu. Puis, précisons que, parce qu'on pense souvent que c'est lorsque quelqu'un décède qu'on peut donner, bon, il y a bien sûr de notre vivant le rein, mais j'apprenais, il n'y a pas une autre partie de notre corps qu'on peut donner aussi en lien avec le foie. Il y a aussi un lobe du foie aussi qu'on peut donner. Oui, parce que on peut donner une partie de notre foie à notre membre de notre famille. Mais le plus fréquent, c'est les reins, là, mais oui, le lobe du foie. Oui, bien c'est ça, parce que le rein, on l'entend effectivement, c'est quelque chose des histoires lumineuses comme celle-là, on en entend parler très souvent. Puis il y a cette
forme de connexion qui peut se passer avec notre proche, ça vient tisser les liens encore plus serrés parfois, ou ça crée une nouvelle relation avec la personne. Il y a ça qui se passe, mais c'est important peut-être aussi de mentionner que je pense qu'il n'y a pas de lien nécessairement. Si on a 75 ans, 82 ans, notre organe peut être bon encore pour encore des années aussi. Il n'y a pas d'âge pour être donneur. Le plus vieux donneur avait 92 ans, il a donné son foie. Le foie se régénère. Les gens ne le savent peut-être pas. Fait qu'on a des histoires de patientes qui a dit « mon foie est rendu à 108 ans ». Oui, parce que son foie, le donneur avait comme 89 ans. Puis là, ça fait d'années qu'elle a, puis elle dit, il y a 108 ans. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des belles histoires, puis il y a vraiment pas d'âge, puis les gens pourraient être surpris, les gens sont en forme, les gens prennent soin d'eux, même en vieillissant, puis vous serez surpris de voir ce qu'on peut faire. Puis, je pense qu'il est aussi important de mentionner, on peut sauver jusqu'à, c'est quoi, c'est-tu 8 vies? Jusqu'à 8 vies avec le don d'organes. Oui, c'est vraiment, on change les vies. On change vraiment les vies quand les familles peuvent le faire. Ça donne un baume aussi un peu à la situation dramatique qu'ils vivent. Ça donne un certain sens. Puis les commentaires qu'on entend après, autant des receveurs et des familles de donneurs, c'est toujours extrêmement positif. Là. Alors, Transplant Québec qui mène le tout. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les plateformes de Transplant Québec. Puis on a mentionné l'importance de signer votre carte. Il y a 3 moyens, 3 façons. Peut-être les réitérer en terminant. Je trouve ça important de le faire. Absolument. Il y a la carte d'assurance maladie. Il y a le registre de la RAMQ et il y a aussi le registre de la Chambre des notaires aussi, où on peut signifier notre consentement, mais le plus important, c'est d'en parler à sa famille. Alors, on retient ce mot et merci d'être venu justement nous en parler parce que c'est vraiment pour faire œuvre utile cette conversation. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est bientôt le 10 mai, donc ce 12e congrès santé et ça se passe sur le territoire lavallois, Château-Royal de Laval, mené par l'association Ressources et Références en santé. C'est une habituée à chaque année. Elle vient à peu près à cette période-ci de l'année pour nous le présenter, la programmation. Elle a l'air bien fière d'elle. Marie-Lise Pelletier, salut. Salut. C'est mon 12e congrès. Ben oui, ça va très bien, très bien. J'ai une belle fourchette de conférenciers, des conférenciers internationaux, 8 conférences. D'habitude, j'en fais 7. Il y a du monde qui me dit, je suis dans le coin, ça te tente-tu d'avoir des conférences de plus internationales? Je dis, ben oui, j'ai squeezé l'horaire. Ça tente-tu qu'on fasse quelque chose ensemble avant de présenter les conférenciers? Oui. Qu'est-ce que c'est? Le congrès de la santé. Quelqu'un qui n'est pas encore allé, mettons, même si c'est une 12e édition, là, il y en a peut-être qui ne sont pas encore initiés. Le congrès santé, moi, je crois à tout le monde ensemble pour la santé. Fait que ça fait très longtemps que j'ai décidé de partir un congrès une fois par année à Laval. J'adore Laval. Je trouve que c'est l'endroit où tout le monde peut se rejoindre facilement. Et j'invite une brochette de gens en santé de toutes sortes. Le naturo, l'homéo, les pharmaciens. J'ai un porte-parole qui s'appelle Jean-Yves Dionne. Sinon, il est écrit sur le carton. Oui, c'est Jean-Yves Dionne. Puis, tu sais, je trouve qu'on n'en a pas assez de connaître tout le monde en santé. Fait que des conférences, un buffet, des exposants. J'ai 18 exposants. C'est la première année qu'on est autant de monde comme exposants. Est-ce qu'on peut penser qu'à la 12e édition, on atteint un nouvel essor? C'est toujours pour le mieux. Oui. Tout le temps, à chaque année. Mais tu parlais de 18 exposants. Là. De quelle nature? Là? Sous quel axe? L'homéopathie, la naturopathie, l'aromathérapie, l'hypnose, des écoles, des compagnies, des choses qu'on peut acheter aussi des fois. Tu sais, ces journées-là, on a des petits diffuseurs, des produits de santé naturelle. On en retrouve de pas mal de choix. Parmi les conférences, moi, je sais qu'il y en a plein. Là, oui. Mais moi, il y en a un que j'aime bien gros, parce qu'on l'a eu pendant très longtemps comme collaborateur, revient sporadiquement aussi faire son tour. Danny Labrec, qui est un expert d'hypnose. Et moi, je l'ai vu faire une conférence. Je dis non, prochaine fois, tu étais avec moi. Là. Fait qu'il vient parler d'hypnose humaniste. La seule école d'hypnose au Canada, hypnose humaniste, qui est vraiment complètement différent. Puis il est vraiment bon. Puis sa conférence, je l'ai vu, j'ai dit, tu me donnes la même conférence. Extraordinaire. Et quand tu parlais de références internationales ou de gens qui, dans leur domaine, parle-nous, présente-nous aussi certains autres conférenciers. J'ai un médecin de la Colombie qui est de passage dans la même date. J'ai dit, tu t'en viens ici, médecin colombien homéopathe, qui vient nous faire une conférence sur sa manière de pratique. Parce que dans les autres pays, c'est beaucoup des médecins. En fait, la plupart des pays, c'est des médecins qui font de l'homéopathie. J'en ai une autre qui vient de la France, Colmar en France, qui travaille dans un hôpital, une aromathérapeute qui traite le cancer dans les hôpitaux, ce qu'on ne peut pas ici. Mais d'entendre parler des autres pays, ce qu'ils font, c'est incroyable. Moi, ça me touche énormément de voir les avancées en santé.
Fait que de prendre conscience de ça, moi, je pense que c'est comme wow, là. Oui. Puis de ramener aussi en perspective, parce que c'est quelque chose qu'on amène ensemble annuellement dans la conversation, que évidemment les gens arrivent tous avec peut-être des croyances ou peut-être certains qui sont peut-être réfractaires à d'autres types de façons de se faire traiter, ou tu sais, tu parlais d'homéopathie par exemple, même si ça existe depuis fort longtemps chez nous, là encore qui sont fermés à ça. Peut-être juste d'arriver au congrès de la santé, puis du congrès de santé, puis d'arriver avec une ouverture peut-être, de juste aller voir, entendre. Le monde quand même sont plus souvent que tu penses. Non, mais il y a encore, j'entends, en tout cas, moi, et je dis pas... On en aura toujours. Il y en aura toujours, effectivement, mais moi, je me dis, juste d'arriver avec une ouverture, d'arriver, de prendre ce qui... Est-ce que c'est d'arriver puis de prendre ce qui fait notre affaire, ou du moins, qu'est-ce qui nous intéresse, puis de ne pas non plus se fermer à écouter des panélistes ou... Non, puis aussi, la plupart des personnes présentes, je dirais quasiment 90 %, c'est des thérapeutes, c'est des étudiants. Fait qu'eux autres sont déjà comme au courant de la plupart des choses qu'on va parler. C'est ouvert à monsieur tout le monde, mais je te dis vraiment à peu près au moins 90 % c'est des thérapeutes. Mais par contre, ça peut être aussi une belle occasion... de découvrir. Ben c'est ça. Puis c'est parce que je suis dans une volonté ou dans une perspective, je me dis, restons ouverts. Mais tu sais, dans ton côté ouvert, mon porte-parole, c'est un pharmacien. Imagine, tu as un pharmacien, tu as un naturopathe, tu as un homéopathe, tu as l'hypnose, tu as l'aroma. Moi, je trouve qu'il y en a un autre médecin qui est médecin français qui va être là, qui nous parle de gémothérapie. Moi, juste ça, c'est comme wow, là. Puis ça crée c'est peut-être pas ton but initial, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que ça crée un lieu de rencontre avec les scientifiques ou du moins les experts. Entre eux, ils peuvent se partager des connaissances. Une expérience, puis par la suite, peut-être adopter certaines pratiques ou revoir peut-être leur façon de faire. Le but, c'est ça, hein? Parce qu'en fait, même moi, mettons, comme naturopathe, homéopathe, si j'ouvre mes horizons puis j'écoute un peu le pharmacien me parler de ça, ça peut, moi, m'interpeller puis dire « Ah oui, c'est vrai qu'en pharmacie, ça serait bon de faire ça. » Puis, tu sais, de connaître tout, puis je dis tout le monde ensemble pour la santé. Wow! Oui. Puis par la suite, c'est le client ou le patient dans d'autres cas qui peut choisir et qui peut bénéficier peut-être de cet d'impact que ça a eu sur la personne ou sur l'échange qu'on a eu. Et par la suite, il le ramène avec lui dans sa pratique quand on parle d'un professionnel, que ce soit un naturopathe ou un homéopathe, comme tu as mentionné précédemment. Est-ce qu'il y a des forfaits, par exemple? Est-ce que pour l'offre de l'événement au complet, on a des conférences qui sont ciblées qu'on veut? Une journée, tout le monde ensemble, dans la même salle, les exposants, les conférenciers, 8 conférences. On a un beau buffet avec le petit côté végétarien aussi, parce qu'on me le demande tout le temps. Puis, c'est ça, 8 conférences. Puis à la fin de la journée, on a une attestation de formation. Stationnement, Château-Royal, ça se fait tellement bien. Puis les gens, il y en a beaucoup qui reviennent d'année en année parce qu'ils sont satisfaits des conférences qu'ils ont eues. Tu sais, c'est 45 minutes par conférence. C'est assez, c'est pas trop, c'est juste parfait. Puis tout ce que je veux, c'est qu'on en apprenne de plus en plus sur la santé. Alors, à retenir, ce rendez-vous, c'est le 10 mai prochain et c'est le 12e congrès santé. Puis peut-être aller voir sur... Plus d'informations, c'est www.arrsanté.ca. Vous avez tout l'horaire et toutes les informations sur les conférenciers et leurs conférences. Puis peut-être voir plus loin aussi sur l'association Ressources et Références en santé, parce que, bon... Des événements, il y en a d'autres. C'est ça, il y en a d'autres. Il y en a tout le temps, je vais revenir, c'est ça. C'est ça, et puis on peut aller puiser, peut-être trouver certains outils. Des conférences aussi, puis des articles, puis un paquet de choses. Alors, du contenu également qui peut être sur cette plateforme. Merci beaucoup à toi, Marie-Lise, et bon salon, bon congrès, plutôt santé très bientôt, soit au Château-Royal, le 10 mai à Laval. Merci à toi. Merci. Je suis bien content de pouvoir dire qu'en secondaire 4, secondaire 5, j'ai eu 100% des examens d'histoire de fin d'année et je suis quand même content de pouvoir dire que je peux plastronner devant un historien de formation. Je l'ai battu en secondaire 4, secondaire 5. J'ai une meilleure note que lui. Évidemment, c'est très sympathique pour amener le sujet de conversation. C'est Jasmin Miville-Allard, qui est directeur général, peut-être que vous le connaissez, de la Société d'histoire des généalogies de l'île Jésus, bien sûr, et du Centre d'archives de Laval. Salut, Jasmin. Bonjour. Alors, tu as vu comment, cet examen de secondaire 4, 85, 86, quelque chose comme ça. Pas comme tu passes. C'est une note de passage. Oui. Quand même pas pire. Je taquine, bien sûr. Mais peut-être, évidemment, nous dire, parce qu'on pourra aborder, ça, évidemment, la raison d'être pour qu'on se parle, mais ce que c'est la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus, puis également le Centre d'archives de Laval, parce que c'est deux entités distinctes, mais qui, dans le fond, sont quand même complémentaires. Là. Oui, la Société d'histoire a été fondée en 1963, donc ça
soixantaine d'années, là, et puis, dans le fond, fondé en 63 avec les lettres patentes en 65, donc on est dans le 60e, grosso modo, dans les années qui suivent. Et puis, il y a une quinzaine d'années, c'est le Centre d'archives de Laval qui est né, finalement, à partir des gens qui militaient déjà ou qui passaient leur temps à la Société d'histoire. Alors, on peut offrir, évidemment, puis on pourra le préciser, des services aussi à la population. Mais là, il y a quelque chose de beau, de grand qui va se célébrer le 21 mai prochain. Vous inaugurez vos nouveaux locaux. Ils seront où? Comment ça va se déployer, ces nouveaux locaux-là? Ça vous permettra, j'imagine, aussi d'offrir des nouveaux services, du moins. Alors, toutes ces questions... Merci de m'inviter pour en parler. Évidemment, tu sais, deux organismes comme les autres, la Société d'histoire, on fait plein de choses. On fait de la recherche, on fait de l'éducation, on fait de la généalogie. Et le Centre d'archives, lui, s'occupe vraiment d'archivistique, donc on a besoin d'espaces un peu plus grands. Nous étions au Centre Alain Grandbois dans Chamédé et la Ville avait besoin de récupérer le lieu et elle nous a proposé un nouveau lieu dans Saint-Vincent-de-Paul avec des nouveaux locaux qu'on a aménagés vraiment en collaboration avec la Ville. Donc, on a dessiné les espaces. Pour, je pense, une dizaine d'années, on est supposé d'être là. Et dans le fond, ça nous permet, c'était l'occasion un peu de faire un renouveau et puis de créer des espaces de conservation plus grands, se créer vraiment un lieu pour faire venir les chercheurs, pour qu'il y ait de l'espace. Les accueillir. Les accueillir, c'est le mot que je cherchais. Merci. Et on a un petit espace d'exposition, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que c'est vraiment, on l'a pensé tel quel. Et il y aura également des expositions et on a une petite salle de conférence pour tout ce qui est volet public, conférences, présentations, lancement de livres, etc. Donc, le 21, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inauguration officielle. Donc, ça va faire pas tout à fait un an qu'on a changé officiellement de lieu. Je dirais qu'on est pleinement fonctionnel depuis le début de 2024. Donc, c'est l'occasion vraiment de dire, premièrement, de faire coucou à tout le monde. Oui. On existe, on est là, c'est votre Société d'histoire, c'est votre centre d'archives et vous êtes bienvenus. Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire, contribuer, venir faire de la recherche, donner des archives familiales, organisationnelles. Tu sais, il y a plein de choses qui sont très peu représentées dans nos collections. Tu sais, on a très peu d'archives des communautés culturelles, on a peu d'archives du milieu des affaires, des milieux artistiques. Donc, c'est un peu une occasion pour nous de montrer à tout le monde qu'on est là. On a une nouvelle équipe depuis 2 ou 3 ans et voilà, on déploie, je ne dirais pas des nouveaux services, mais une certaine bonification des services déjà existants. Ça devient un lieu aussi de culture, ça l'était à la base, mais là, si vous avez une salle d'exposition, ça permet à des artistes, à des gens aussi qui veulent ce modèle d'expression-là, finalement, en profiter pour une nouvelle salle de diffusion, en quelque sorte. Là. Oui. Une des fonctions de l'archivistique, autant je pense que plusieurs sociétés d'histoire, c'est vraiment la mise en valeur de nos collections. Oui. On a la chance à la Société d'histoire d'avoir une collection d'objets uniques sur l'histoire de Laval et évidemment, on a toutes les archives. Vous savez, des archives, ça peut être autant papier que numérique, que des archives audiovisuelles, etc., des photos. Donc, on a tout ça. Et on a fait l'acquisition de vitrines d'exposition muséales pour cet espace. Donc, génial, génial. Et là, pour l'instant, il a le nom de code du Centre Saint-Vincent-de-Paul. On n'en est pas encore arrivé à... J'imagine que le 21 mai, il y aura vous aurez peut-être décidé, en tout cas, on le souhaite, pour le nom véritable, mais... Pourquoi vous hésitez? Est-ce que parce qu'il y a des indications selon vos préférences, vous n'en arrivez pas à un constat encore? Bien, on réfléchit un peu si on va lui donner un nom. C'est sûr que c'était un peu par opposition au Centre Alain Grandbois où on est Chamédé. Donc, le fait de l'appeler Centre Saint-Vincent, c'est clair que c'est à Saint-Vincent-de-Paul parce qu'il y a des gens qui nous connaissaient. On a été presque 20 ans dans Chamédé ou à l'ancienne bibliothèque Alain Grandbois. Donc, on voulait vraiment marquer une différence. Je pense que pour l'instant, ça restera comme ça. On verra si on lui donne un autre nom éventuellement. Éventuellement. J'ai envie qu'on parle un peu de notre histoire parce qu'on a encore le temps ensemble. Il nous reste à peu près 2 minutes. Je comprends qu'on n'aura pas le temps d'approfondir l'histoire de Laval en plusieurs siècles, quand même d'occupation sur l'île Jésus. Mais qu'est-ce qui est important de savoir? Peut-être quelque chose, un fait inusité ou pour peut-être sur le plan patrimonial, vraiment comprendre l'histoire de Laval selon vous? C'est difficile à répondre facilement comme ça parce que vous savez, Laval, c'est un territoire immense
qui est né de la fusion de 14 municipalités. Donc, c'est comme plusieurs histoires ensemble. En ce qui nous concerne, la Société d'histoire, je dirais que la société s'est cristallisée alentour de la sauvegarde de la maison Benjamin Papineau au début des années 70, 73, 74, 75, dans ces années-là. Et c'est vraiment à l'époque où on a fait le tracé de la 13, donc il y avait cette maison mise en danger. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la Société d'histoire se redéploie dans un nouveau lieu et il y aura une nouvelle vie aussi pour la maison Benjamin Papineau, qui est, je pense, un lieu intéressant parce que Papineau lui-même est quelqu'un très impliqué politiquement, la maison elle-même est patrimoniale, on va vivre une renaissance, on va probablement avoir une petite association avec eux. Donc, il y a quelque chose d'intéressant alentour de cet exemple de sauvegarde et ça nous rappelle à la fragilité de notre patrimoine sur le territoire parce que malheureusement, dans les 20-30 dernières années, il y a eu plusieurs maisons de type patrimonial qui ont connu des destins un peu tristes. Et je crois que l'inauguration de la maison Benjamin Papineau et autant que la Société d'histoire aujourd'hui nous permet tantôt je parlais de faire un coucou, ça nous donne l'occasion de sensibiliser les gens sur leur héritage. Et vous savez, l'héritage, c'est pas non plus juste l'héritage très ancien de 300 ou 400 ans, c'est aussi l'héritage des gens qui sont là depuis 50, 60 ans et qui vont continuer à vivre sur le territoire. Très intéressant et important de l'avoir rappelé. Merci beaucoup à Jasmin Miville. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va redécouvrir notre territoire lavallois à travers la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus du Centre d'archives de Laval. Très bientôt, 21 mai, nouveau centre qui sera inauguré. On vous attend. Il gagnerait un Oscar pour la meilleure critique de film. À chaque fois, je suis sur mon siège et je mange du popcorn. Je suis ébahi par ses propos. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Merci beaucoup, Alex. C'était tellement gentil. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et Lucette qui rit encore une fois en arrière de la caméra et qui me fait rire. Lucette étant notre caméraman qu'on adore. Mais Nico, on va se concentrer sur notre film Boy Kids World, qui me donne d'ailleurs, comme tu as pu voir, un mal fou à prononcer. C'est là que tu vois que je ne suis pas parfaitement bilingue. Mais ce film-là a retenu ton attention, je pense. Oui, Boy Kills World, c'est un film qui a pas marqué l'attention de tant de gens que ça dans sa première fin de semaine de sortie. Écoute, le film a commencé en 10e position avec quelque chose comme 1,7 million au box-office en Amérique du Nord. Donc, c'est pas un film qui va faire énormément d'argent au cinéma, mais pour ceux qui l'ont vu, là... Ça veut dire 4 personnes? Il y a des gens qui l'ont vu, mettons pas tant que ça pour l'instant, mais... J'ai tellement adoré ce film-là. C'est une comédie d'action sanglante avec de la violence, mais c'est pas un film qui se prend au sérieux. Et si je peux comparer ça à ce film-là à quelque chose, ce serait à une poutine. Pourquoi? Parce qu'une poutine, c'est un ramassis d'à peu près n'importe quoi en bout de ligne, OK? Puis quand tu manges ça, maudit que c'est bon. Ce film-là, c'est la même chose. C'est un ramassis d'à peu près n'importe quoi. Mais l'affaire, c'est que la poutine, t'en manges pas tous les jours. Ce film-là... Parce que c'est pas bon pour la santé si t'en manges à tous les jours. Fait que ce film-là... Ben, écoute, je suis la preuve vivante qu'à manger à tous les jours pendant un certain temps. Ben, regarde, je suis là. mais... on rit, désolé. Tu sais comment à quel point ton sens de l'humour me fait toujours du bien. Le pire, c'est que je suis sérieux. Ah oui, je sais, c'est ça qui est le pire. Mais si on se reconcentre un petit peu sur... on a du plaisir sur le plateau. Alors ça se transmet à vous, chers téléspectateurs qui écoutez cette chronique de manière hebdomadaire. Mais ramenons-nous dans le sujet parce qu'on est bien loin d'un film de Quentin Tarantino et de Kill Bill. Je veux dire. Non, absolument pas. C'est pas un film qui va se ramasser aux Oscars ou quoi que ce soit. Mais c'est un film qui a la possibilité, je pense, de devenir un film culte juste de par, admettons, son essence. Et le personnage principal dans le film est interprété par Bill Skarsgård, qui est excellent dans son rôle. Son personnage, bon, je l'ai vu en anglais, le film s'appelle Boy, garçon. Et lui, bon, le film se passe dans un univers peut-être post-apocalyptique ou en tout cas dans un certain futur où une ville est contrôlée par une famille de tyrans. Et là, lui, ce garçon-là, ce qu'il veut, c'est
tuer cette famille-là. Pourquoi? Parce que la famille a tué sa mère et sa sœur. Alors, grande originalité ici pour le scénario. C'est très original, mais c'est là que les choses se complexifient, OK? Oui, et juste parenthèse, il n'y a pas grand scénario non plus. On n'entend presque pas parler le Boy, aucunement du film. Boy, il est sourd et il est muet. Et ce qui se passe, c'est que, bon, comment est-ce qu'il fait pour parler? Eh bien, il y a quelqu'un qui fait la narration de ce qu'il pense dans sa tête. Et qui fait la narration? Eh bien, lui, quand il était jeune, il se rappelle d'un jeu vidéo qu'il a bien aimé. Et c'est la voix du narrateur du jeu vidéo qu'on entend tout le long. Et vu que, bon, il est muet, il est sourd, bon, il lit sur les lèvres, et il y a un des personnages secondaires dans le film interprété par Isaiah Mustafa. Et lui, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il dit. Et lui, quand il lit sur ses lèvres, il essaye de s'imaginer des choses, et c'est des trucs absolument farfelus, tordus, absolument débiles, parce qu'il fait juste pas comprendre le personnage. Et bon, à travers l'intrigue, on passe à travers, bon, je dirais pas les détails du film, mais comme tu dis, Alex, c'est pas le plus grand scénario du monde, mais c'est l'essence qu'on donne à l'histoire. C'est tous ces petits détails-là. C'est le fait que le réalisateur du film aussi, Moritz Mohr, c'est un Allemand, et lui, en 2016, il s'est dit avec son groupe d'amis, on veut faire un film d'action, mais pas n'importe lequel. Mais déconstruire les genres un peu aussi, là. Ben, c'est un mix de tellement de genres, ce film-là. Mais lui, ce qu'il s'est dit, c'est, regarde, on va faire un film d'action en groupe et on va juste inclure dans le film tous les éléments qu'on a toujours voulu voir dans un film d'action et que, bon, on l'a jamais vu. Donc, ils ont mis ça en place. Ils ont fait ce qu'on appelle en français une preuve de concept, une bande-annonce preuve de concept. Et ce que c'est, dans le fond, c'est une fausse bande-annonce pour un film qui n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on met dans la bande-annonce? Eh bien, des concepts de l'histoire, comme quoi? Comme le personnage qui est sourd et muet et que peut-être il y a de la misère à comprendre l'autre qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il dit, mixé avec de l'action, parce qu'il y a tellement d'action dans ce film-là. L'action, elle est excellente. Mais ça, je suis vraiment content que tu le soulignes parce que moi aussi, j'ai trouvé qu'en dépit de l'originalité du scénario, il y a les séquences de la qualité des chorégraphies, parce qu'évidemment, tout est chorégraphié. Je ne vous l'apprends pas dans une scène d'action de combat, dans un film. Et je trouve que c'est bien construit, c'est pas redondant. Et aussi, par contre, avec le nombre de choses qui se passent en termes de combat, ça ferait longtemps que les protagonistes seraient KO, là. Ça, par contre, à un moment donné, je me disais à certaines séquences, commencez-les pas KO, là. Tu as raison, Alex. C'est pas un film qui est très réaliste. Hein, on va se le dire, là, ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive dans la vraie vie. C'est pas basé sur une histoire vécue. Non. Ça, je suis pas mal sûr. OK, j'ai pas vérifié, mais... Et tu vois, cette fausse bande-annonce-là, Alex, OK, ces gars-là, ces jeunes-là qui voulaient faire leur film d'action inhabituel étaient en Allemagne. Ils ont été en Amérique. Ils ont présenté ça à Sam Raimi. Et Sam Raimi, le producteur de ce film-ci, a décidé d'embarquer dans leur aventure. Et bon, ça donne le film qu'on voit aujourd'hui. Et Sam Raimi, il ne faut pas oublier, lui, à la base, son premier film qu'il a fait, Evil Dead, eh bien, c'est George Romero qui a été voir. George Romero, c'est lui qui est responsable des films de zombies qu'on connaît bien aujourd'hui grâce à Night of the Living Dead. Et c'est lui qui a aidé justement Sam Raimi à faire le premier Evil Dead. Et dans ce cas-ci, si on vient à Boy Kills World, eh bien, le réalisateur Moritz Mohr, c'est son premier film. Étonnamment, un premier film comme ça, de cette qualité-là, on s'entend, ça ne doit pas avoir un budget de 100 millions, peut-être, je sais pas, peut-être 30 millions, ce film-là, mais quand même d'arriver à gérer un tel budget avec cette qualité-là de réalisation. Écoute, même si le film n'a pas fait tant d'argent que ça, c'est le début d'une très belle carrière pour ce réalisateur-là. Ben, Evil Dead en est un exemple. C'est un film qui, au départ, était dans son genre OK, mais est devenu, pour les films de zombies, est devenu un film culte, là. Tout à fait. Alors, quand tu avances que Boy Kills World pourrait peut-être, dans son genre, justement, relancer, même insuffler peut-être un vent de renouveau, puis donner à d'autres créateurs de films d'action des munitions pour déconstruire les genres, sortir des... Puis bien que j'aime bien Jason Statham,
mais de nous sortir un peu de ces Liam Neeson, Jason Statham avec toujours les mêmes rengaines à chaque film. Là. Oui, parce que, tu sais, déconstruire un genre. Quand on a parlé tantôt que ce film-ci, le scénario est quand même ridiculement simple à base de l'histoire, là, quand on déconstruit les genres comme ça, c'est mieux que l'histoire soit assez simple parce qu'on enlève le point de repère aux gens. On prend Quentin Tarantino. C'est relativement simple l'histoire de ses films. Kill Bill, oui. La mariée, bon, tout le monde se fait tuer. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut tuer Bill. Voilà, ça s'arrête là. Très simple. Mais c'est de la manière qui réinterprète les genres. L'humour aussi. Exactement. L'humour. Donc, c'est tout ça. Quand on arrive avec des films comme ça, on déconstruit, on change les concepts, l'histoire en général est simple. Et peut-être le seul film qui n'est pas vraiment comme ça, c'est Everything Everywhere All at Once, qui a gagné le meilleur film de l'année en 2023. Ce film-là, non seulement ça déconstruit un peu le genre, mais on arrive avec quelque chose de nouveau parce qu'on s'entend que le multivers, là, on est tanné d'en parler aujourd'hui à cause de ce que, bon, les films et les séries que Marvel n'arrêtent pas de sortir avec ça. Mais quand le film est sorti à l'époque, bon, on en parlait plus ou moins, on comprenait que Marvel allait aller là. Donc, il y a des films comme ça où, justement, dans le cas de Boy Kills World, il y a un bon dosage. C'est pas le scénario qui est spécial, c'est la déconstruction des genres, l'humour avec ça et parfois, les punchs. J'ajouterais, parfois, c'est les créateurs qui arrivent rapidement, en fait, je dis rapidement, mais qui arrivent peut-être en amont, avant que ce soit devenu une tendance, et parfois comme Kill Bill, ça a pris quelques années avant que ça devienne un film culte aussi. Tout à fait. Ça a pris un 10-15 ans avant qu'on voit les répliques, les mimes même de John Travolta, par exemple, ou d'autres personnages forts de d'autres films de Quentin Tarantino deviennent aussi des références dans l'art populaire, par exemple. Alors, c'est peut-être ce qui pourrait survenir, puis merci d'être passé pour nous en parler. Je te dis à très bientôt, Nico. Et toi, tu m'as fait bien rire aujourd'hui. Merci à toi. En ma journée d'anniversaire, ça a été mon cadeau. Ah, c'est ta fête. Merci. Je vais aller manger une poutine en ton honneur. Merci. Avec des chandelles dessus. Ah, c'est sûr. On va manger les chandelles aussi. Merci. Je prends vos vœux d'anniversaire. Hein, c'est ma fête aujourd'hui. Hey, mais, trêve de plaisanterie. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie d'avoir été là. Vos commentaires, vos suggestions, toujours très probants de les acheminer de ces multiples façons, que ce soit sur notre page Facebook ou sur le tvrl.ca. Vous pouvez aussi rattraper toutes les entrevues, nos émissions sur notre chaîne YouTube. Et aussi, je veux remercier des gens qui travaillent très fort pour la réalisation de cette émission. Alain, Sophie, Normand, Daniel, Lucette et aussi vous qui nous appuyez de cette façon encore une fois cette semaine avec notre bingo auquel on a beaucoup de plaisir, auquel on joue aussi à chaque semaine dimanche 9h30. 4 000 $ en lot total cette semaine parce que c'est le premier bingo du mois et donc 2 300 $ pour la carte pleine, la meilleure des chances. Et je vous dis à très bientôt. Salut!